Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèles à VO Afrique et au magazine Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans ce programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Comme d'habitude, Mohamedou Oumfa et Rosine Mounezero pour vous tenir compagnie. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons du cancer. Ce terme générique qui désigne un groupe de maladies pouvant toucher n'importe quelle partie du corps. Il se caractérise par une multiplication des cellules anormales d'une ou de plusieurs parties du corps humain. Selon l'OMS, en 2012, l'on recensait 14 millions de cas dans le monde et 8 millions de décès. En Afrique, le cancer est encore une maladie difficile à dépister et à soigner. Docteur Adama Ly. Il nous manque encore des spécialistes. Les plateaux techniques sont encore assez faibles. Ici, on parle d'IRM, de scanners, d'échographie, tout ça concourt à avoir les dépistages très précoces. Et malheureusement, dans nos pays, c'est des présentations tardives à l'hôpital. Associations bénévoles, ligues, ONG et autres groupes internationaux se mobilisent et mutualisent leurs moyens pour venir à bout du cancer. C'est le cas de l'ALIAM, l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre le cancer. Docteur Mark Keller. On a pu former pour la première promotion une vingtaine de chargés de prévention de 11 pays africains. Ces formations sont très utiles pour la mise en place des plans cancer de ces pays. Et puis vers la fin de cette édition, retrouvez votre rubrique « À vous la parole ». Le docteur Armand Guincap est une fois encore au rendez-vous pour répondre à vos questions. Restez avec nous. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par quelques faits d'actualité. Nous parlerons de la rougeole qui tue encore malgré les vaccins, de la découverte par des scientifiques d'anticorps capables de neutraliser le virus Ebola et de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Des centaines d'enfants meurent encore chaque jour de rougeole dans le monde en dépit de l'existence d'un vaccin. En effet, malgré une baisse de 79% des décès dus à cette maladie dans le monde entre 2000 et 2015, près de 400 enfants en meurent chaque jour encore, ont déclaré les principales organisations œuvrant dans le secteur de la santé dans un rapport publié le 10 novembre. Selon les estimations, des campagnes de vaccination anti-rougeoleuse de masse ainsi qu'une augmentation mondiale de la couverture par la vaccination systématique ont permis de sauver 20,3 millions de jeunes enfants entre 2000 et 2015, selon l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Alliance Gavi et les Centres for Disease Control and Prevention CDC des États-Unis d'Amérique. Toutefois, les progrès ont été inégaux. En 2015, 20 millions de nourrissons n'ont pas été vaccinés contre la rougeole et on estime que 134 000 enfants sont morts de cette maladie. La République démocratique du Congo, l'Éthiopie, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria et le Pakistan regorgent la moitié des nourrissons non vaccinés et 75% des décès dus à la rougeole. La tendance observée concernant la rougeole est celle d'une résurgence de la maladie dans les pays en conflit ou en situation d'urgence humanitaire, des facteurs qui rendent difficile la vaccination des enfants. L'année dernière, les flambées ont été signalées au Nigeria, en Somalie et au Soudan du Sud. La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse qui se propage par contact direct ou par l'air. Elle affecte principalement les enfants de 0 à 5 ans. Il est possible de prévenir la maladie par l'administration de 2 doses d'un vaccin. Virus Ebola, il existerait des anticorps. C'est en tout cas ce qu'ont découvert les chercheurs auprès de plusieurs personnes en Sierra Leone. Ceux-ci avaient contracté le virus mais ne sont jamais tombés malades. Oui, selon une étude publiée le 15 novembre dans la revue américaine PLOS Neglected Tropical Disease, les scientifiques ont détecté des anticorps qui neutralisent le virus Ebola. Les chercheurs ont découvert que 14 personnes infectées par le virus Ebola en Sierra Leone n'ont jamais été malades. Cette découverte intervient près d'un an après la fin de l'épidémie. 12 de ces 14 personnes ont dit n'avoir eu aucun symptôme pendant la période de transmission active dans leur village. Les 2 autres personnes se souviennent d'avoir eu seulement de la fièvre au moment de la flambée d'Ebola. Les travaux dirigés par le Dr Jen Richardson de l'université Stanford en Californie ont été effectués dans le village de Sudoku en Sierra Leone. Ce village de 900 âmes avait été l'un des 3 centres les plus actifs de l'infection au moment de la crise sanitaire mondiale provoquée par l'épidémie d'Ebola entre
entre novembre 2014 et février 2015. Selon le docteur Richard Sand, cette étude confirme des précédentes suspicions selon lesquelles la sévérité des symptômes d'une infection par le virus Ebola varie et que certains sujets ne montrent aucun signe de la maladie. Sur la base de cette étude, les chercheurs estiment que la prévalence des infections par le virus Ebola avec peu de symptômes était d'environ 25% de la totalité des malades. Pour le docteur Richardson, l'étude laisse aussi penser qu'une partie importante de l'épidémie n'a pas été détectée et qu'il y a eu beaucoup plus de transmission de personne à personne qu'on ne le soupçonnait. Pour rappel, plus de 28 000 cas de l'infection ont été dénombrés pendant l'épidémie en Afrique de l'Ouest qui a fait 11 000 morts. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et puis la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques est en cours depuis le 14 novembre. Cette semaine mondiale qui se déroule jusqu'au 20 novembre a pour but de mieux faire connaître le phénomène mondial de résistance aux antibiotiques. Elle vise à encourager le grand public, le personnel de santé et les décideurs à adopter les meilleures pratiques pour éviter l'apparition et la propagation d'une résistance aux antibiotiques. Le thème de la campagne antibiotique à manipuler avec précaution exprime le message principal selon lequel les antibiotiques sont une ressource précieuse qu'il faut préserver. Ils doivent être utilisés pour traiter les infections bactériennes seulement lorsqu'ils sont prescrits par un professionnel de la santé humaine ou animale dûment autorisé à exercer. Un traitement antibiotique ne doit jamais être partagé ou mis de côté pour plus tard. L'OMS encourage tous les États membres, les partenaires dans le domaine de la santé et les étudiants à participer à cette campagne et à mieux faire connaître le phénomène de la résistance aux antibiotiques. En mai 2015, la 68e Assemblée mondiale de la santé a adopté un plan d'action mondial pour combattre le problème grandissant de la résistance aux antibiotiques et aux autres médicaments antimicrobiens. L'un des principaux objectifs de ce plan est de faire mieux connaître et comprendre la résistance aux antimicrobiens. Merci Firmin. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité santé avec la recherche d'un vaccin contre le paludisme. À l'occasion de la 65e réunion de la Société américaine de médecine et d'hygiène tropicale, plusieurs chercheurs se sont réunis ici à Atlanta, aux États-Unis. Parmi les chercheurs invités, le professeur Ogobara Dumbo. Il préside le Centre de recherche et de formation sur le paludisme à Bamako, au Mali. Il fait le point de la recherche du vaccin contre le paludisme par son centre de recherche. Nous avons avancé des candidats à un niveau qui s'appelle la phase d'efficacité chez les enfants et nous avons un candidat qui est vraiment en front line pour lequel nous sommes actuellement en consortium où le Mali aussi a été le premier à commencer à le tester. C'est-à-dire nous avons les résultats d'efficacité, les résultats de tolérance au niveau d'une petite proportion de volontaires, mais nous sommes en train de réunir tout ça ensemble pour dire quand est-ce que nous allons descendre dans la population des enfants qui est vraiment la population qui meurt de palu et dans la population de femmes enceintes. Donc nous sommes à une rencontre de planification. Il n'y a pas encore de vaccin utilisé en santé publique contre les maladies parasitaires. Les seuls vaccins dont on dispose, c'est contre les virus et les bactéries. Donc c'est tellement complexe que ça ne peut pas aller aussi vite. Mais ce que je peux dire actuellement, il y a des lumières, il y a des candidats qui sont vraiment en perspective heureuse et c'est ça qui est intéressant. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Autrefois considéré comme une maladie des riches, le cancer fait plus que jamais des victimes sur le continent africain. Il frappe indifféremment les riches et les pauvres. En 2012, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 847 000 cas avaient été recensés en Afrique. Le cancer est donc clairement un enjeu sanitaire sur le continent. Pour mieux comprendre la maladie, analyser les risques et les moyens de prévention, Votre santé, votre avenir reçoit comme invité le docteur Adama Ly, cancérologue sénégalais et président de l'association Afro-Cancer qui lutte contre la maladie. Il passe d'abord en revue quelques comportements qui augmentent les risques de cancer. Le premier, c'est le tabagisme. Donc, quand on fume beaucoup régulièrement, on expose à plusieurs types de cancers. On cite le cancer du poumon souvent, mais il n'y a pas que ça. Ça commence de la bouche à la vessie, l'estomac, et même des facteurs de risque pour les femmes qui fument de plus en plus. Le cancer du sein, par exemple, qui augmente. Le risque est accru pour les femmes qui fument. Et on voit des enfants qui fument de plus en plus jeunes, donc déjà au collège. Et tout ça, c'est que donc le nombre de cas de cancer augmente. Il n'y a pas que le tabagisme, il y a l'excès d'alcool, donc qui fait que
les risques augmentent. Vous avez aussi l'alimentation qui est déséquilibrée. On mange trop sucré, on mange trop salé et trop gras. Et il n'y a pas d'activité physique. On recommande au minimum 30 minutes de marche, par exemple, par jour, et on voit qu'il y a beaucoup d'inactivité, de sédentarité actuellement, et il y a le surpoids aussi, l'obésité, donc on voit chez les enfants, chez les femmes, chez les hommes, et donc c'est beaucoup de facteurs comme ça qui concourent à augmenter le nombre de cas dans notre pays. Et je n'oublie pas d'autres types d'infections qui, à l'état chronique, augmentent aussi ces cas de cancer, les risques d'hépatite B, d'hépatite C qui sont là et qui font que dans nos pays, le cancer est en forte progression. Les malades du cancer s'interrogent certainement, ils se disent qu'ils sont malades et parfois certains s'inquiètent pour leurs enfants. Vous pouvez nous dire, est-ce que le cancer est héréditaire? Un parent doit-il s'inquiéter pour ses enfants s'il est victime de cancer? Alors, la majorité des cas de cancer ne sont pas héréditaires. Il y a entre 5 et 10% seulement des cancers qui sont héréditaires, mais l'immense majorité n'est pas héréditaire. Donc, on n'a pas à s'inquiéter sur ça. Donc, les cancers qu'on connaît, donc qui ont une composante héréditaire, c'est surtout le cancer du sein. Donc, on connaît des gènes qui sont dans des familles et quand on les a, on a des risques qui sont augmentés. Donc, on parle de prédisposition. Donc, dans les familles où il y a ces risques de cancer, donc cancer du sein, de l'ovaire, ou chez les enfants, un cancer qu'on appelle le rétinoblastome qui touche l'œil, parfois un, parfois les deux. Donc ça, ce sont des types de cancers qu'on voit fréquemment dans les populations africaines, ou le cancer colorectal, le côlon, voilà. Ça, ce sont donc quelques cas seulement de cancer qui vous exposent parce que vous avez des gènes dans la famille, ça met l'immense majorité, donc 85% des cas de cancer sont des cancers qu'on appelle sporadiques, c'est lié à vos comportements dans la vie de tous les jours, à des pollutions, à des infections, au tabagisme, comme on dit, l'alcool, ces excès, donc comportementaux qui font que dans la vie, vous vous exposez à des cas de cancer. Y a-t-il des indices qui permettent à l'individu, au citoyen lambda qui n'est pas spécialiste, y a-t-il des indices qui puissent permettre à un citoyen de savoir qu'il a un début de cancer et qu'il doit se faire dépister? Alors, comme vous le savez, il y a tous les organes presque chez l'homme peuvent être touchés par le cancer. Donc, les types de cancer dépendent des organes. Ces symptômes-là dépendent des organes, sont variables selon les individus. Et donc, on n'a pas de signes caractéristiques. Donc, ça peut aller de fatigue chronique à des saignements, à des boules qu'on voit dans les seins. Et donc, tout ça fait que, donc, on a des facteurs, des symptômes qui ne sont pas exclusifs. Donc, ce qu'on recommande, nous, c'est de ne pas attendre de voir des symptômes pour faire des dépistages. C'est d'avoir les bons comportements. Donc, aller tout de suite faire des dépistages précoces. Chez les femmes, par exemple, on recommande d'aller faire des mammographies, qu'on soit malade ou pas malade, qu'il y ait symptômes ou pas symptômes, à partir de 40 ans, d'aller voir, de faire des mammographies systématiquement. Donc, on recommande deux fois de mammographies, ensuite de les espacer tous les 3 ans. Chez les hommes, par exemple, il y a des cas fréquents de cancer de la prostate. Donc, on n'attend pas d'avoir des saignements ou d'avoir des difficultés pour voir ces symptômes et de dire j'ai peut-être un cancer. Donc, dès l'âge de 45 ans pour les hommes africains, les autres, on attend un peu plus 50 ans parce que c'est un facteur de risque ethnique. Donc, les Africains ont tendance à avoir plus de cas de cancer que les autres groupes ethniques. Donc, dès 45 ans, on recommande aux Africains d'aller voir un peu leur prostate pour voir dans quel état c'est. Donc, ne pas attendre d'avoir des symptômes visibles, des saignements ou pour aller le faire. Donc, ça, c'est vraiment les bons comportements que l'on recommande. Par rapport justement au dépistage du cancer, est-ce qu'il y a des hôpitaux en particulier, est-ce qu'il y a des centres en particulier pour se faire dépister? Est-ce qu'en Afrique, le dépistage est répandu? Quels conseils donnez-vous aux personnes parfois qui sont dans des villages, dans des coins reculés et qui ne savent pas comment s'y prendre? C'est ça, c'est le nerf de la guerre, on donne des recommandations, on dit ce qu'il faut faire, on connaît de mieux en mieux les cas de cancer, les risques qu'il faut. Malheureusement, en Afrique, on a très peu de spécialistes du cancer, il n'y a pas
parfois le matériel qui fait défaut, et la majorité des centres spécialisés se trouvent dans les capitales. Donc vous allez dans les capitales, en général ce sont les hôpitaux universitaires, de niveau universitaire. Là on peut rencontrer des spécialistes du cancer qui sont capables de faire ce type de dépistage. Donc je recommande aux gens de personnes d'aller voir ces centres spécialisés qui sont souvent dans les grandes villes, dans les capitales, où on peut faire ces types de recherche, de dépistage et de tests. Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut du matériel, il faut des personnes formées et c'est assez rare dans nos pays. Le traitement du cancer coûte-t-il cher? Est-il accessible aux personnes pauvres? Est-ce que ce n'est pas là un handicap selon vous? C'est un handicap, assurément un handicap dans notre pays où on voit l'explosion des cas de cancer aussi bien chez les hommes que chez les femmes, alors que je l'ai dit tout à l'heure, il nous manque encore des spécialistes, il faut former des spécialistes et les plateaux techniques sont encore assez faibles. Ici on parle d'IRM, de scanners, d'échographie, tout ça concourt en l'imagerie médicale à voir les dépistages très précoces, des analyses de sang, ça permet de voir les cancers à leur début. Et quand on voit des cancers à leur début, c'est beaucoup plus facile à soigner et ça coûte moins cher. Quand on attend de voir des symptômes, des signes, c'est que la maladie est déjà avancée et donc c'est plus difficile à soigner. On parle de perte de chance de guérison et c'est beaucoup plus cher. Voilà. Quand les soins sont à long terme et ça coûte beaucoup plus cher. Et malheureusement, dans nos pays, c'est le comportement qu'on voit souvent. C'est des présentations tardives à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'on fait des campagnes, sensibiliser les populations à des risques et les envoyer dans les capitales ou les grandes villes où ces dépistages précoces peuvent se faire. Comment vivre avec une personne victime de cancer? Quelles recommandations donnez-vous aux familles qui vivent avec des malades? Faut-il craindre des contaminations? Comment aider ceux qui souffrent de cancer? Alors, je veux rassurer tout de suite, le cancer n'est pas une maladie contagieuse. On peut vivre avec une personne qui est malade, dormir avec une personne malade, parler avec une personne malade sans être contaminé. Donc, le cancer, c'est une maladie qui met beaucoup de temps à se développer, sur 20 ans à se développer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on profite pour faire les tests avant que le cancer se développe. Donc, ce n'est pas une maladie contagieuse comme la tuberculose, par exemple, où on peut avoir des risques à côté de gens qui sont malades. Donc, ce que je recommande quand on a des patients de la famille, c'est plutôt un soutien moral, psychologique, souvent financier aussi, on vient de le dire. Les traitements sont longs et chers. Et donc, c'est le bon comportement à avoir, c'est aider quelqu'un qui est malade, le soutenir, donc, ou le pousser à prendre ses traitements parce que les traitements sont parfois lourds, avec des effets secondaires, on a tendance à lâcher prise. Et c'est là que le soutien moral, psychologique est important, pousser les malades à tenir le coup et à suivre le traitement, même si c'est à long terme. Beaucoup de cancers n'ont pas encore de traitement. Quel est l'état de la recherche et est-ce qu'on peut espérer que le cancer soit définitivement guérissable dans les années à venir? On l'espère beaucoup et au cours des 10 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès thérapeutiques de fait. On a fait des progrès au niveau de la prévention. Je l'ai dit tout à l'heure, on dépiste de mieux en mieux les cancers. Donc, il y a les progrès technologiques qui sont arrivés. On a beaucoup de matériel qui sont arrivés qui nous permettent de voir le cancer à l'état commençant. Dès que c'est tout petit, on peut maintenant les dépister, les voir et puis faire ou de la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, autant de secteurs où il y a eu des évolutions, vraiment des innovations notables. Le seul problème, c'est que ce n'est pas accessible à tout le monde. Dans nos pays en Afrique, par exemple, il nous manque encore, je l'ai dit, du matériel ou les niveaux médicaments. Les médicaments innovants mettent du temps à arriver et quand ça arrive, ça coûte encore plus cher. D'où les plaidoyers qu'on lance, nous, pour avoir des volontés politiques, des associations, des journalistes, des leaders d'opinion qui se mobilisent pour que le cancer soit une dont on parle qui prioritaire, avec des programmes de santé pour les prendre en charge, comme on a fait pour le sida, par exemple. Parce que le cancer dans beaucoup de pays riches commence à baisser. Donc, les cas augmentent, mais la mortalité baisse. Donc, les malades vivent longtemps avec leur cancer grâce à des thérapies. La recherche a tellement avancé que maintenant, on parle de thérapies personnalisées, donc, ou des thérapies ciblées. Ça veut dire qu'on cible directement le type de cancer selon les marqueurs qu'on voit. Ce n'est plus comme avant, le menu, maintenant, c'est vraiment à la carte. Chaque cancer, chaque organe a un traitement qui est spécifique.
Et on aimerait bien que les Africains puissent bénéficier aussi de ces types de traitements. Donc, la recherche avance, progresse dans beaucoup de domaines et on aimerait que ça arrive aussi au niveau du continent africain. Nous remercions le docteur Adama Ly. Pour le contacter, c'est simple. Connectez-vous sur www.afrocancer.org. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. La lutte contre le cancer interpelle les personnels de santé et les gouvernements. En Afrique comme ailleurs, d'autres acteurs interviennent également dans la lutte. Personnalités influentes, opérateurs économiques et acteurs non gouvernementaux créent des fondations et associations de lutte contre la maladie. L'objectif étant de joindre leurs moyens et leurs efforts pour venir à bout du cancer. C'est dans cet esprit qu'en octobre 2009, les représentants de 27 pays ont mis sur pied l'ALIAM, l'Alliance des Ligues africaines et méditerranéennes contre le cancer. Le docteur Mark Keller en est le coordinateur. Il nous a expliqué ce que l'Alliance fait pour combattre le cancer en Afrique. Premièrement, informer et sensibiliser le grand public. Deuxièmement, former des formateurs, le personnel de santé. En 3, faire du plaidoyer et faciliter l'accès aux traitements pour les populations des pays à faible et à moyen revenu. Donc c'est une ONG dont les objectifs humanitaires sont simples dans le cadre d'une solidarité au pluriel. Et quelles sont les activités que vous menez? Les activités que nous menons, c'est beaucoup de soutien à nos membres, à nos associations membres dans les pays africains, à savoir mener des campagnes de sensibilisation, les aider financièrement aussi pour faciliter par exemple le diagnostic précoce, faire des formations pour les chargés de prévention au milieu scolaire. Et à ce titre-là, ce sont des formations qui ont lieu par exemple en Tunisie, à la fac de médecine de Sousse, où on a pu former pour la première promotion une vingtaine de chargés de prévention de 11 pays africains. Ces formations sont très utiles pour la mise en place des plans cancer de ces pays, donc des pays africains, et surtout sont le résultat et en application des recommandations de l'OMS concernant la prise en charge des maladies non transmissibles en général. Nous avons des associations membres, je cite à titre d'exemple le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui fait un travail d'excellente qualité, qui part pratiquement de la formation des médecins, des pédiatres, jusqu'à soutenir et remettre des médicaments à des centres qui sont labellisés dans 11 ou 12 pays africains. Quelle est votre satisfaction quant à votre apport, votre contribution dans ce domaine? Effectivement. Nous avons beaucoup de difficultés à obtenir des statistiques bien précises concernant la maladie cancéreuse en Afrique. Aujourd'hui, on estime, mais vraiment c'est un chiffre qui est global, entre 600 à 1 million de nouveaux cas par an en Afrique. En revanche, la finesse de ce chiffre n'est pas tout à fait vérifiée. Pourquoi ? Par manque de registres des cancers. Les registres des cancers qui sont normalement l'organe pour comptabiliser les nouveaux cas, il y a un déficit très très important, surtout un déficit sur le plan national. Il y a des petits registres de cancer concernant les villes, les grandes villes africaines, et non pas les pays. Cependant, on n'a pas laissé les choses se développer de la sorte, mais on s'est basé sur les associations et la société civile pour sensibiliser le grand public, les femmes, sensibiliser aussi toute la société à aller se faire diagnostiquer, mais précocement. Vous comprenez bien que malheureusement, les cas qu'on trouve actuellement en Afrique sont toujours des cas à des stades très très avancés. Une satisfaction, puisque vous me parlez de satisfaction, aujourd'hui nous avons pu former quand même pas mal d'une centaine de médecins concernant la médecine préventive. Nous avons formé aussi dans le cadre de nos cycles de formation une vingtaine de techniciens de radiothérapie qui sont aussi des techniciens de curithérapie. Nous avons pu former aussi des anatomopathologistes. Vous savez, les anatomopathologistes sont ceux qui définissent avec certitude le diagnostic du cancer. Nous avons pu former à travers 3 sessions
pratiquement une centaine d'anatomopathologistes, que ce soit une formation en Europe ou bien en Afrique. Je cite la dernière qui a eu lieu au Congo-Brazzaville et au Bénin. Nous remercions le docteur Marc Keller. Pour plus d'informations sur les activités de l'Aliam, visitez www.aliam.org. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes des dizaines à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le docteur Armand Ngenkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. C'est qui nous appelle? Moi, je m'appelle Tonton Luamba Madi. Tonton Luamba Madita, vous nous appelez d'où? À partir de l'Angola, la province de Nord. Alors, Tonton Luamba Madita, à partir de l'Angola, vous avez une question pour docteur Ngenkap? Oui. D'accord, allez-y. Oui, moi j'ai besoin de médicaments pour traiter la maladie des hémorroïdes. Hein. Ça me dérange beaucoup. Des hémorroïdes? Les hémorroïdes, pourquoi quand je fais le besoin, le sang, ça sortit beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Ngenkap est là pour vous répondre. Ce que je peux expliquer à Madita, c'est que les hémorroïdes sont des dilatations des veines de la région anale qui sont très très souvent douloureuses, mais assez bénignes, quoique gênantes. Les hémorroïdes sont très souvent favorisées notamment par la constipation. Cette constipation qui pousse à faire des efforts de contraction de la paroi abdominale, des efforts de défécation, et qui sont des efforts qui vont provoquer une dilatation des veines de la région abdominale. Donc pour Madita, afin de lutter contre ces hémorroïdes, il faudrait que dans un premier temps, qu'il puisse vraiment lutter contre cette constipation-là et qu'il puisse avoir un transit assez régulier. C'est vraiment la première chose fondamentale à faire. Éviter des efforts d'hyperpression de la paroi abdominale, des efforts de contraction de la paroi abdominale, et parmi les principales causes de ces efforts de contraction de la paroi abdominale, c'est surtout la constipation qu'il faudra qu'il combatte. Et malheureusement, s'il arrive qu'il ait une crise hémorroïde, il va falloir d'une part qu'il puisse prendre un médicament, un laxatif ou tout simplement adopter un régime pour pouvoir lutter contre cette constipation, mais également prendre des antidouleurs. Je lui déconseille fortement de prendre des antidouleurs à base d'aspirine par exemple, mais surtout de prendre des antidouleurs à base de paracétamol, Doliprane, Dafalgan et Fergan. Je ne suis pas là pour faire la publicité, c'est du paracétamol. Et aussi, si possible, d'utiliser une crème apaisante. Mais, une nouvelle fois, je conseillerais à Madita de consulter un médecin, notamment un gastroentérologue, pour qu'il puisse lui faire un examen proctologique, à savoir un examen de la région anale, pour pouvoir déterminer exactement quelle est la véritable cause de ces hémorroïdes-là, pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement adéquat et un traitement définitif de ces hémorroïdes. Voilà le conseil que je pourrais donner à Madita qui appelle depuis l'Angola. Merci docteur. Votre santé, votre avenir touche à sa fin. Nous avons consacré cette édition au cancer, une maladie qui se caractérise par la prolifération des cellules anormales d'une ou de plusieurs parties du corps humain. Avec environ 14 millions de cas recensés et 8 millions de morts en 2012, le cancer est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Pour comprendre les causes, les moyens de prévenir la maladie, nous avons sollicité l'expertise du docteur Adama Ly,
cancérologue et président de l'association Afro-Cancer qui lutte contre la maladie. Nous avons aussi recueilli le témoignage du Dr Marc Keller, coordinateur de l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre le cancer. Il nous a expliqué ce que fait l'Alliance dans 27 pays du continent. Nous lui disons merci. Merci également au Dr Armand Genkap pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Georges Léonard Sagno était à la réalisation. Nous leur disons aussi merci. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa. Restez fidèles au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.